Bonjour mes élèves et bienvenue dans cette séance d'enseignement à distance. Comme vous savez, au niveau des programmes, on s'est arrêté au niveau de la dernière partie, à savoir le développement et les perspectives d'évolution. Et aujourd'hui, on va traiter le premier chapitre qui s'intitule le développement. Ce cours est présenté par votre prof, M. Mohamed Amin Ben Harraï, et destiné aux élèves de deuxième année baccalauréat sciences économiques. Donc, pour traiter ce chapitre, on va développer le plan suivant. Donc, on va commencer par la notion de la croissance et termes voisins. Donc, dans cette première partie, on va essayer de définir le terme de croissance et les différents termes voisins qui vont avec. Grand 2, on va essayer de développer la notion de développement et traiter aussi la différence entre la croissance et le développement et aussi la relation entre ces deux concepts. Grand 3, après on va passer aux théories explicatives du sous-développement et c'est la partie sur laquelle on va insister dans ce chapitre. Grand 4, les indicateurs des pays. On va voir dans cette partie les différents indicateurs qui nous permettent de mesurer à la fois la croissance et le développement d'un pays. Après grand 5, on va voir les stratégies sectorielles de développement. On va voir les deux principaux stratégies sectorielles de développement. Et finalement, on va traiter les choix sectoriels de l'économie marocaine. Avant de commencer, je voudrais mettre l'accent sur le fait que le chapitre s'intitule Le développement et pas la croissance. C'est la raison pour laquelle on va insister sur la notion de développement, du sous-développement, des théories de développement, etc. Mais avant d'entamer la notion de développement, il est incontournable et nécessaire de traiter la notion de croissance dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle on va commencer par définir c'est quoi la croissance et de définir des différents termes voisins. Donc, premièrement, la croissance. La croissance, c'est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production d'un pays. Il s'agit d'une notion purement quantitative, croissance au sens strict. C'est un phénomène mesurable dans le temps et dans l'espace. Donc, comme on travaille toujours, pour définir une notion ou bien un concept, on doit se baser sur des différents mots-clés qui doivent figurer dans la définition d'un concept. Donc, comme vous pouvez remarquer, pour définir la croissance, je dois trouver deux principaux concepts dans la définition, à savoir la production et mettre l'accent sur la notion purement quantitative. Donc la croissance, c'est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on parle d'une notion purement quantitative et c'est un phénomène qui est mesurable dans le temps et dans l'espace. La croissance économique d'une nation se mesure par l'évolution d'un indicateur macroéconomique, en général le produit intérieur brut. Donc, et pour calculer le taux de croissance, comme on a vu déjà, le taux de croissance égale le PIB T2, c'est-à-dire de l'année en cours, moins le PIB T1, c'est-à-dire de l'année précédente, sur le PIB T1 de l'année précédente, fois 100. Donc, la croissance, c'est l'augmentation soutenue pendant une longue période de la production et il s'agit d'une notion purement quantitative. La croissance est mesurée par le taux de croissance qui est égal à la variation du PIB. Passons maintenant au terme voisin de la croissance. Le premier terme, c'est l'expansion.
Donc, c'est un phénomène conjoncturel à court terme caractérisé par une hausse importante du PIB et donc une hausse importante de l'activité économique. Le taux de croissance est supérieur au taux de croissance observé sur une longue période. Donc, comme on a dit à propos de la croissance, c'est une augmentation du PIB. Mais lorsqu'on parle de l'expansion, c'est lorsque le taux de croissance est supérieur au taux de croissance observé sur une longue période. Donc, le niveau qui se trouve après la croissance, c'est l'exception. C'est-à-dire, on a encore une croissance, mais avec un taux de croissance qui est encore plus élevé. Le deuxième terme, c'est la crise. Elle désigne le moment bref de retournement de la conjoncture. Elle est représentée par le point de retournement qui marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique. Donc, bien évidemment, la crise, c'est l'étape qui vient après une période d'expansion, lorsque le taux de croissance cesse d'augmenter et commence à chuter. Le troisième terme, c'est la récession. La récession, c'est un phénomène conjoncturel, aussi à court terme, caractérisé par une faible hausse du PIB et donc une faible hausse de l'activité économique. Le taux de croissance est inférieur au taux de croissance observé sur une longue période. Donc, pour la récession, donc on a toujours une croissance, mais le rythme ou le taux de croissance est moins élevé que le taux normal de croissance qui est fixé pour une longue période. Et finalement, on trouve la reprise qui désigne la phase du cycle économique qui se caractérise par un retour de l'économie à une phase d'expansion après une phase de récession. La reprise représente donc le point d'inflexion qui marque le retour d'une phase de croissance de l'activité économique soutenue. Donc, pour bien expliquer ces termes voisins, on va utiliser le schéma suivant. Donc, comme vous voyez, dans la hauteur du schéma, on a le taux de croissance du PIB et dans la base, on a le temps. Donc, premièrement, on a une phase d'expansion. Donc, comme on a dit, c'est une hausse importante du PIB et donc une hausse importante de l'activité économique. Comme on a dit, la différence entre l'expansion et la croissance, c'est que le taux de croissance dans l'expansion est supérieur au taux de croissance observé sur une longue période. Après, dans l'étape numéro 2, on a la crise, ou autrement dit, fin de période d'expansion. Donc la crise est représentée par le point de retournement qui marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique. Après, dans la troisième étape, on a la récession. Donc pour la récession, on a dit, c'est une faible hausse du PIB et donc une faible hausse de l'activité économique. Donc, la principale caractéristique qui caractérise la récession, c'est que le taux de croissance ici est inférieur au taux de croissance observé sur une longue période. Autrement dit, on a toujours une croissance, mais avec un rythme moins élevé que le taux de croissance observé sur une longue période. Et finalement, on a la phase de reprise qui désigne un retour de l'économie à une phase d'expansion après une phase de récession. Toujours avec la croissance et termes voisins, on distingue aussi deux types de croissance extensive et croissance intensive. Premièrement, pour la croissance extensive, c'est une hausse des quantités des facteurs de production, donc plus de main-d'œuvre, c'est-à-dire facteur travail, ou plus de facteurs capital, plus de matières premières, ouverture de nouvelles usines. Donc ici, lorsqu'on parle de la croissance extensive,
Donc, c'est une augmentation de la production qui est due principalement à une augmentation des quantités des facteurs de production. Donc, pour les facteurs de production, on a dit qu'il y a le facteur travail, le facteur capital et on trouve aussi d'autres facteurs de production qu'on va les traiter par la suite. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est que la croissance extensive, c'est une augmentation de production qui est due principalement à une hausse des quantités des facteurs de production. C'est-à-dire, l'augmentation de la production était due principalement par l'augmentation de la quantité des facteurs de production. À l'opposé, lorsqu'on parle de croissance intensive, ici, la hausse de la production est due à une hausse de la productivité, c'est-à-dire une meilleure organisation de travail. Donc, dans la deuxième type de croissance, qui est la croissance intensive, l'augmentation de la production est réussie avec les mêmes quantités de facteurs de production. C'est-à-dire, avec les mêmes quantités de facteurs de production, on est arrivé à augmenter la quantité produite. Donc ici, on parle de la productivité. Donc, pour bien expliquer la différence entre la croissance extensive et la croissance intensive, donc on a le schéma suivant. Donc, premièrement, accroître la production. Donc, premièrement, accroître la quantité de facteurs de production. Comme on a dit, lorsque l'accroissement de la production est dû à un accroissement des facteurs de production, ici, on parle d'une croissance extensive. Donc, pour les facteurs de production, principalement, on a le facteur travail, donc on parle des actifs, ou on parle du facteur capital, c'est-à-dire les investissements. Donc, dans ce cas, l'accroissement de la production est dû principalement à l'accroissement des facteurs de production. Donc, accroissement de la quantité produite est dû soit à l'augmentation du facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, ou à l'augmentation des facteurs capital, c'est-à-dire de nouveaux investissements. Donc, cependant, pour le deuxième type de croissance, qui est la croissance intensive, on accroître leur efficacité. Rappelez bien la différence entre l'efficacité et l'efficience. Donc, lorsque je suis efficace, c'est-à-dire je réalise mes objectifs. Donc, ici, on parle de l'organisation de la production à travers aussi l'innovation technologique et grâce aux efforts d'éducation, de formation, de recherche et développement. Donc ici, je réussis l'augmentation de la production avec les mêmes facteurs de production que j'ai. Donc, notamment à l'organisation de la production, l'innovation technologique, l'éducation, la formation et la recherche et développement. Passons maintenant aux facteurs de croissance. Donc, pour les facteurs de croissance, ce sont au nombre de 5. Premièrement, on trouve le facteur travail. Donc, le facteur travail, bien évidemment, donc c'est la main-d'œuvre. Ce facteur dépend de plusieurs éléments. Donc, le facteur travail dépend de la démographie, du taux d'activité et aussi ce facteur repose sur la formation, l'organisation de travail, etc. Donc, pour le facteur travail, c'est clair. Après, on a le facteur capital. Donc, le facteur capital, c'est l'ensemble des équipements existants. Donc, c'est leur qualité, etc. Donc, pour faire un investissement, les deux facteurs de production, on a dit qu'il y a le facteur travail et le facteur capital. Donc, ces deux facteurs de production font partie des facteurs de croissance. Donc, troisièmement, on a le progrès technique. Donc, il fait aussi partie des facteurs de production dans la mesure où il permet la modernisation des équipements et aussi l'innovation. Donc, c'est-à-dire que l'évolution de progrès technique
est, est une fonction dépendante de l'évolution du travail et du capital. C'est-à-dire, avec l'évolution du progrès technique, on peut assurer une évolution du facteur travail, c'est-à-dire à travers l'innovation, etc., et aussi du facteur capital, à travers de nouveaux investissements. Après, on trouve aussi dans les facteurs de croissance la conjoncture. Donc la conjoncture, donc c'est-à-dire la situation économique. Donc et aussi la croissance dépend de la situation économique. Donc sur soit la situation de la monnaie, l'inflation, l'épargne, etc. Donc la consommation. Donc bien sûr, rappelons toujours que pour faire un investissement, il faut qu'il y ait des épargnes. Et aussi, il faut qu'il y ait une consommation et pour qu'il y ait une production. Donc, nous rappelons toujours que la conjoncture est un facteur aussi déterminant de la croissance. Et finalement, on trouve le rôle de l'État qui soutient l'économie de plusieurs façons, comme les subventions, les infrastructures, etc. Donc, le rôle de l'État est aussi déterminant au niveau de la croissance. Donc, ces cinq éléments, ce sont les facteurs de croissance. Donc, principalement, on trouve les deux facteurs de production, à savoir le travail et le capital. À ceci, on ajoute le progrès technique, la conjoncture et finalement le rôle de l'État. Passons maintenant à la notion de développement. Donc, à l'opposé de la croissance, le développement est un phénomène qualitatif, donc transformation de comportement, évolution des mentalités, etc., ayant un aspect structurel, donc industrialisation, urbanisation, extension du salariat, etc., et entraînant des changements économiques, sociaux, techniques, démographiques et institutionnels. Donc, rappelez-vous que pour la notion de la croissance, on a dit que c'est un phénomène purement quantitatif qui est mesuré. À travers quoi? À travers l'évolution de la production et du PIB. Cependant, pour le développement, c'est un phénomène qualitatif. Donc, on parle pas d'un élément qui est mesurable comme la production ou le PIB. Donc, on parle d'une transformation de comportement, évolution de mentalité, etc. Et on parle aussi d'un aspect structurel. Donc, qui touche l'industrialisation, l'urbanisation, etc., et entraînant des changements sur le plan économique, social, technique, démographique et institutionnel. Le développement d'un pays est souvent assimilé à sa richesse. Donc les pays riches sont les pays développés et les pays pauvres sont les pays sous-développés. Or, la répartition des richesses n'est pas toujours égalitaire. Donc de ceci, on peut dire que le développement est donc un phénomène multidimensionnel, puisque par définition, le développement c'est un phénomène qualitatif qui entraîne des changements économiques, sociaux, techniques, démographiques et institutionnels. Donc le développement est donc un phénomène multidimensionnel, c'est-à-dire qui touche plusieurs dimensions. Passons maintenant à la mesure de développement. Mais avant de passer, rappelez-vous que le développement, c'est pas un phénomène quantitatif, c'est un phénomène qualitatif. Donc le fait de donner des indicateurs qui nous permettent de mesurer le développement ne signifie pas que le développement, c'est un phénomène quantitatif. À l'opposé, c'est un phénomène qualitatif. Là, parce qu'on parle d'une transformation de comportement et évolution des mentalités, chose qui est impossible de mesurer. Mais on parle de certains indicateurs qui nous permettent de mesurer les changements au niveau économique, socio, technique, démographique, etc. Donc le fait de mesurer le développement ne signifie pas que c'est un phénomène quantitatif, à l'opposé, c'est un phénomène qualitatif. Il faut souligner ce point. Donc parmi les indicateurs qui nous permettent de mesurer ces différents changements structurels, premièrement, on a le PIB par
habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, comme on a déjà vu dans le chapitre des agrégats. Donc, comment calculer ce indicateur, c'est-à-dire le PIB par habitant qui égale le PIB sur la population totale, donc, et qui est plus significative pour mesurer la richesse pour, d'un pays que le PIB. Le deuxième indicateur, c'est l'IDH, indice de développement humain, qui est composé de l'espérance de vie à la naissance, la scolarisation, c'est-à-dire le taux d'alphabétisation, et le PIB par habitant. Donc, en se basant sur ces trois composantes, on, on fait ressortir un indicateur qui s'appelle l'IDH, qui nous donne une idée sur le développement d'un pays. Le troisième indicateur, c'est l'IPH, indice de pauvreté humain, qui est fondé sur trois éléments, à savoir l'espérance de vie, le niveau d'éducation et les conditions de vie, mesuré à partir de trois variables qui sont l'accès aux services de santé, l'accès à l'eau potable et la part des enfants de moins de 15 ans victimes de malnutrition. Donc, pour le cas du Maroc, on a le Maroc en chiffres, donc les chiffres de l'année 2019. Donc ici, on a la population, comme vous savez déjà, c'est 35 millions d'habitants. Pour le PIB, 1007 milliards de dirhams. Le PIB par habitant, 28 663 dirhams. La part du PIB mondial, 0,14%. Et l'EDH, c'est 0,676. Donc le Maroc, il est classé 121 parmi 189 pays, selon le journal de l'Économiste. Passons maintenant au rapport croissance et développement. Donc la croissance et le développement ont des interactions, effets et relations entre elles. Donc qui dit croissance économique dit une augmentation de la quantité de richesses produites. Cette augmentation de quantité de richesses produites va entraîner automatiquement une augmentation du PIB par habitant. Donc ici, on parle bien évidemment d'un accroissement soutenu de la production et par voie de conséquence, l'augmentation du PIB par habitant dans la mesure où le PIB, c'est un agrégat qui mesure la production. Cependant, cette opération est conditionnée par la croissance démographique qui soit moins forte que la croissance économique. Donc après, cette augmentation du PIB par habitant va entraîner la hausse du revenu par habitant après prélèvement mais avant redistribution. Donc bien sûr, l'augmentation du PIB par habitant va entraîner une augmentation du revenu. L'augmentation du revenu va causer une hausse et diversification de la consommation. Donc c'est-à-dire meilleure nourriture, meilleur logement, plus de dépenses individuelles de santé et d'éducation. Chose qui va donner automatiquement un développement, c'est-à-dire augmentation de la qualité de vie. Ainsi, l'augmentation du PIB par habitant va donner une hausse des recettes de l'État et des organismes de redistribution, c'est-à-dire qui dit plus de production, bien évidemment plus de revenus aussi pour les entreprises et par conséquence plus de recettes fiscales principalement pour l'État et les organismes de redistribution, ce qui va causer une hausse des dépenses publiques, donc de santé, d'armement, dans les infrastructures, c'est-à-dire eau, électricité, chemin de fer, routes, et la hausse de la protection sociale pour réduire les inégalités. Donc, chose qui va donner par voie de conséquence un développement, c'est-à-dire une augmentation de la qualité de vie. Donc, c'est le cheminement qu'on peut faire pour passer de la croissance au développement. Toujours dans le rapport croissance et développement, donc comme la croissance peut donner un développement, aussi le développement peut assurer une croissance. Donc pour le développement, c'est-à-dire augmentation de la qualité de vie. Si on a un développement, c'est-à-dire on a un meilleur niveau de santé de la main-d'œuvre et meilleur niveau d'éducation de la main-d'œuvre. Donc qui dit santé, il dit
éducation dit par voie de conséquence une hausse de la productivité du travail, dans la mesure où on va avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, bien éduquée, dans une bonne santé, chose qui va renforcer le facteur travail et par voie de conséquence, on va assurer une croissance économique. Dans un deuxième niveau, le développement va assurer aussi une meilleure qualité des infrastructures. On parle de l'eau, d'électricité, chemin de fer, et routes, etc. Donc cette meilleure qualité des infrastructures va entraîner une augmentation des échanges de biens et de services. Donc cette augmentation des échanges va renforcer la consommation, la distribution des biens et des services, etc. Chose qui va assurer par voie de conséquence une croissance économique qui est par définition une augmentation de la quantité de richesses produites. Donc la relation croissance et développement peut être lue dans les deux parties, soit en partant de la croissance en arrivant au développement, soit à l'opposé, en partant du développement et en arrivant à la croissance économique. Toujours dans la partie de développement, maintenant on va voir le développement durable, qui est une notion très importante dans ce chapitre. Donc le développement durable correspond au développement qui répond aux besoins présents d'un pays sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de développement durable, donc c'est-à-dire premièrement, il correspond on répond aux besoins présents d'un pays, c'est-à-dire de la population présente aujourd'hui, sans compromettre, c'est-à-dire sans toucher la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Autrement dit, c'est un développement qui assure à la fois la satisfaction des besoins humains des générations actuelles et celle des générations futures. Donc, l'objectif de développement durable, c'est de satisfaire les besoins des générations actuelles, mais sans détruire les biens pour que et les générations futures puissent satisfaire aussi leurs besoins. Donc lorsqu'on parle de développement durable, on parle de plusieurs dimensions. Mais donc les trois piliers ou les trois dimensions de développement durable sont l'économie, le social et l'environnemental. Donc ce sont les trois piliers de développement durable. Donc lorsqu'on parle de l'économie, donc c'est approvisionnement responsable et moteur de développement économique. Donc satisfaire les besoins au niveau d'économie, mais sans compromettre la capacité des générations futures. Donc pour le volet social, c'est-à-dire culture de service, employés, communauté et climat sonore, c'est-à-dire donc dans le cadre social. Et troisièmement, et qui est aussi très très important, c'est l'environnement. Donc, on parle d'une satisfaction des besoins, c'est-à-dire des biens naturels, etc., mais tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Donc, le développement durable correspond à la satisfaction des besoins humains des générations actuelles et celles des générations futures. Arrivons maintenant à une notion très très importante dans ce chapitre, à savoir la notion du sous-développement. Donc le sous-développement est l'état d'une société dont les caractéristiques l'empêchent d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population et de réaliser une croissance lui permettant d'améliorer sa situation. Donc lorsqu'on parle du sous-développement, c'est automatiquement le contraire du développement. Donc le sous-développement, c'est l'état d'une société dont les caractéristiques l'empêchent d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population et de réaliser une croissance lui permettant d'améliorer sa situation. Donc lorsqu'on trouve un pays dans une situation de sous-développement, c'est-à-dire qu'il a des contraintes et des obstacles qui ne lui permettent pas de réaliser une croissance et d'améliorer sa situation. Donc les pays les plus riches
abrite 20% de la population mondiale et réalise 80% de la production mondiale, tandis que les pays pauvres abritent 80% de la population mondiale, mais ne réalisent que 20% de la production mondiale. Donc, voilà, donc c'est un exemple d'inégalité ou de sous-développement dans la mesure où les pays riches n'abritent que 20% de la population mondiale, mais ils réalisent 80% de la production mondiale. À l'opposé, les pays pauvres abritent 80% de la population mondiale, mais ne réalisent que 20% de la production. Donc c'est un exemple pour, pour mettre aux lumières le principe du sous-développement. Plusieurs termes sont utilisés pour caractériser les pays en développement. Premièrement, on trouve le tiers-monde. Le tiers-monde regroupe les pays qui cherchent une troisième voie face au monde capitaliste et socialiste. Comme vous savez, donc les systèmes économiques qui règnent aujourd'hui, on trouve soit un système capitaliste qui se base sur les propriétés des facteurs de production, la consommation, la libre circulation des facteurs de production, etc. Soit le système socialiste qui se base sur donc, la participation de tous les agents économiques pour réussir l'activité économique et sociale. Le tiers-monde regroupe les pays qui cherchaient une troisième voie, outre que le système capitaliste et le système socialiste. Après, on trouve les pays en voie de développement, PVD. Donc, c'est une expression qualifiant la situation économique des pays qui connaissent un certain décollage économique. Donc, ces pays qui sont en voie de développement. Ces pays ne sont pas développés, mais ils sont en voie de développement. Troisièmement, on trouve les pays du Sud. Donc, les pays du Sud, on appelle pays du Sud les pays les plus pauvres qui sont généralement situés dans la partie sud du continent. Donc, en particulier, l'immense majorité des pays les moins avancés sont situés en Afrique subsaharienne. C'est la raison pour laquelle on parle des pays du Sud. Après, on trouve les pays en développement. Les pays en développement, donc, c'est une expression qui désigne les pays dans lesquels le processus de développement est attiré. Donc, ce sont aussi des pays qui sont en développement, mais qui restent sous-développés si on les compare aux pays industrialisés. Donc, à l'opposé des pays en voie de développement, ces pays ne sont pas encore développés, qui sont en voie de développement. Cependant, les pays en développement, ce sont des pays qu'on peut dire plus ou moins développés, donc qui sont dans la voie de développement, mais si on les compare avec les pays industrialisés, ils restent encore sous-développés. Après, on trouve les pays moins avancés, donc ils regroupent les pays les plus défavorisés de la planète pour lesquels des mesures particulières doivent être prises. Ils se caractérisent par un faible niveau de revenus par habitant, un taux d'alphabétisation inférieur à 20%, un très faible poids du secteur industriel et des perspectives de développement très limitées. Donc ces pays sont les pays les moins avancés de la planète. Après, on trouve les nouveaux pays industrialisés qui regroupent les 4 dragons de l'Asie, donc notamment Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong, ainsi que certains pays de l'Amérique latine, notamment le Mexique, le Brésil et l'Argentine. Ces pays se caractérisent par un rythme de croissance élevé, poids important de l'industrie dans le PIB, un degré d'ouverture sur l'extérieur élevé. Et finalement, on trouve les pays émergents, c'est-à-dire les pays au taux de croissance économique élevé, comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.